Jean-Marie Guénois, Le Figaro. J'ai deux questions à vous poser, Monsieur le Président. La première est relative à un certain malaise qui flottait autour de la Fondation, non pas en vertu de la qualité de Jean-Pierre Chevènement, que je salue, pas du tout, pas par rapport à sa personne, mais par rapport au fait, et ça venait des milieux musulmans, qu'il n'était pas musulman. Et cette question avait quand même un certain relent communautariste, et elle était en même temps, cet état, ce malaise, était quand même le signe, et peut-être c'est le sens de ma question, d'une contradiction profonde entre ce que vous voulez faire, et vous l'avez très bien expliqué, et l'attente peut-être de cette communauté musulmane. C'est ma première question. Seconde question, vous avez parlé du président actuel et peut-être futur. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui, eu égard à ce projet qui agite un peu l'actualité, d'une réforme de la loi de 1905 et qui effectivement crée une polémique dans certains milieux de la société? Donc quel conseil donneriez-vous? Attendre peut-être de meilleurs auspices ou avancer sur ce thème? Merci. Cher Jean-Marie Guénois, si vous permettez, je commence à rebrousse-poil donc par la seconde question. Si j'ai appris une chose dans ma maigre expérience de vie, c'est de donner des conseils. En revanche, quand on me les demande, j'essaye d'être sincère et de donner quelque chose d'avisé. Pour l'instant, le président de la République ne m'a rien demandé, donc je peux arrêter là la réponse. Mais je ne suis pas homme à me défausser. Si j'ai un avis, par hypothèse, sur la question de la loi de 1905, comme citoyen cette fois-ci, j'ai toujours été attaché, je suis attaché à ces principes fondateurs. La séparation, la désintrication de la politique avec la religion, la séparation de l'État et des églises, tout ça est merveilleux. Donc tous les articles fondamentaux, les principes fondateurs sont là. On pourrait arriver éventuellement à des articles dits techniques. Je constate que cette loi a été toilettée, d'aucuns disent 17 fois, d'autres 20, d'autres un peu plus, et selon le degré du toilettage. Et d'ailleurs, le tout premier toilettage, le tout premier amendement a commencé dès 1907. C'est très tôt. Eh bien, de ce point de vue-là, si c'est pour l'égalité constitutionnelle, c'est-à-dire que l'ensemble des cultes doivent être traités de la même façon, pour plus de rigueur dans la gestion des deniers des dites associations, vraiment, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait empêcher. On ne touche pas aux articles fondamentaux, on pourrait, au conditionnel, voir tel ou tel aspect technique. Alors maintenant, le premier volet, et j'ai constaté, cher Jean-Marie, que vous avez parlé de communauté musulmane. Je peux reprendre le mot. Mais moi, je parle toujours d'une communauté nationale, d'un destin commun. Et je parle de composante islamique de la nation, je parle de frange islamique de la nation, mais je peux parler aussi de la communauté des joueurs de boules. Je peux parler aussi de la communauté des supporters du PSG, j'en fais partie. Si j'étais à Marseille, peut-être que je n'aurais pas dit ça. Bon. Mais parce que cette appartenance communautaire peut être intriquée. Mais je ne pinaille pas sur le vocabulaire. D'accord, la communauté musulmane, certains, ou un bon nombre, des musulmans s'en étaient émus parce que Jean-Pierre Chevènement n'était pas musulman, il préside une fondation de l'islam de France. J'ai décidé ce soir d'être un homme plutôt agréable et je ne vais pas ressasser le passé. Donc je ne m'y appesantis pas, je dis simplement quelques circonstances ont fait en sorte qu'il eût mieux valu que ce fût Jean-Pierre Chevènement pour donner l'élan à cette fondation, indépendamment de la confession de son président. Votre serviteur est musulman. Sous la voûte commune de la laïcité, je n'ai jamais eu mon appartenance confessionnelle. Est-ce que ça va faire de moi un bon président? Je n'ai pas sûr. Ce n'est pas l'islamité qui fait le président.
peut-être en s'inspirant de valeurs spirituelles, celles, pardon, je ne me jette pas des fleurs, de l'abnégation, du dévouement, du service pour autrui, engage davantage, mais ces valeurs ont été aussi, je peux en témoigner, de celles de Jean-Pierre. Donc, les choses sont rentrées dans l'ordre, si je puis dire. Allons-y. Au niveau de la symbolique, c'est important. Je l'accorde. Nous sommes appelés, nous ne sommes que de passage de ce monde-ci, et même pour telle ou telle charge ou responsabilité, nous verrons quelle est la personne, femme ou homme, qui me succédera. Je ne suis pas sûr qu'il faille y lire nécessairement une affaire de repli communautaire. La question du communautarisme, elle est double ou subtile. On pense qu'il y a du communautarisme parce qu'il y a tel ou tel accoutrement, il y a tel ou tel comportement, il y a telle ou telle vision du monde, peut-être, je ne sais pas. Mais s'il y avait véritablement du communautarisme, nous ne serions pas arrivés à la situation que nous connaissons maintenant et susciter le besoin qui est d'avoir une fondation et tout pour apaiser les tensions. Alors gardons-nous de tout ça, de l'apaisement, de l'esprit froid et voyons ensemble, faisons ensemble nation, une société commune, solidaire, fraternelle et prospère pour tous, pourquoi pas. Oui, Laurent Gibowski de La Vie, hebdomadaire La Vie. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous envisagez comme partenariat possible avec l'Observatoire de la laïcité, puisque M. Bianco est ici au premier rang, vous l'avez appelé Jean-Louis tout à l'heure, c'est déjà une indication. Mais vous savez comme moi que l'Observatoire de la laïcité est violemment et régulièrement attaqué par des gens qui prétendent défendre la laïcité ou la République et qui attaquent le travail de cette merveilleuse institution. Et je voulais savoir quel était, vous, votre point de vue, à la fois sur ce débat autour de la laïcité, sur les attaques dont est victime l'Observatoire, et quel partenariat vous pensez mettre en place éventuellement avec lui. Merci beaucoup. Laurent, oui. Jean-Louis Bianco est un ami. Et je suis heureux de le dire. Nous sommes collègues au Conseil des sages de la laïcité. Et puis, il me fait l'amitié de me consulter sur tel ou tel point. Et j'y réponds favorablement et volontiers, toujours avec plaisir. On a des axes de partenariat, notamment dans la traduction de manuscrits, d'ouvrages, d'autres langues vers le français. Parce que là aussi, il y a une indigence intellectuelle, une carence dans ce travail de traduction. Et donc l'aide et la logistique de l'Observatoire de la laïcité est la bienvenue, en tout cas pour une jeune institution telle que la nôtre. Peut-être un mot, parce que la laïcité, ça nécessite un colloque ad hoc. Le concept n'est pas autosuffisant, puisqu'on éprouve le besoin de lui accoler une épithète à chaque fois. Si je dis laïcité, les uns et les autres ne savent pas ce qu'on y met dedans. Si je devais simplement restreindre l'affaire à sa définition juridique, je dirais c'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. Bon, mais au-delà de la formule, c'est la garantie de l'exercice du culte, croire, ne pas croire, pouvoir même changer de croyance pour ceux qui le souhaitent, on ne le dit pas souvent, donc c'est un principe de liberté, à ne pas confondre le principe et la valeur. C'est un principe qui n'a pas d'épaisseur idéologique, qui ne doit pas avoir de densité doctrinale, qui ne doit pas être instrumenté ou domestiqué ou manipulé pour d'autres fins que d'assurer la paix civile, le bien public, le bien général.
Voilà la laïcité non adjectivée, qui n'a pas besoin d'une telle ou telle épithète, de mon point de vue, parce que je ne peux pas vous dire que les autres n'ont rien compris à la laïcité, et que moi je viens ce soir vous dire que c'est la bonne définition. En tout cas, j'ai été interrogé là-dessus, je répète. Maintenant, pardon, mais je reste à cette réponse un peu large où tout discours imprécatoire ou tout discours même incantatoire ne fait jamais avancer les choses. Donc les attaques contre l'Observatoire de la laïcité ne feront jamais avancer quoi que ce soit. Il vaut mieux, quand il y a des difficultés de compréhension, de points de vue différents, laisser place au dialogue, à l'échange, à la confrontation d'idées et faire des obstacles de départ le lieu de la médiation et de pouvoir sortir par le haut de ce dont nous avons besoin. Voilà, mon cher Laurent. Estelle m'a dit qu'il y avait 19 journalistes inscrits. S'il y a bonne réponse, donc on peut passer. Ah, c'est Olivier. Ah, mais je vous en prie, je vous en prie. Moi, je suis là, enfin, on a loué la salle jusqu'à une certaine heure, mais si nos amis sont patients et puis nous avons quelques réjouissances après, je suis à votre entière disposition. C'est tout qu'il y a un problème de leadership dans l'islam de France, et on le voit déjà dans la préparation des prochaines élections du CSTM en juin prochain, et à vous voir, à vous entendre, et avec l'ampleur que vous donnez à la présidence de cette fondation, est-ce qu'il y a aussi dans vos ambitions un volet de représentation de l'islam qui est en France, dans la société française, parce que c'est sans doute une des missions aussi de la Fondation. L'eussé-je voulu, je ne l'eusse pas pu, selon la formule consacrée des précieux du XIXe siècle. Ce n'est pas possible, parce que d'abord, la Fondation n'a pas vocation à représenter quiconque, et deuxièmement, je ne comprends pas, pardon, c'est moi qui ne comprends pas, vous n'y êtes pour rien, la question de la représentativité des musulmans. Les musulmans sont citoyens. La question porte sur le leadership. J'y arrive. Vous avez raison, j'y arrive. Et les citoyens ne peuvent être représentés dans un État démocratique et dans une société sécularisée que par leurs propres élus, politiquement. Et à ce sujet, il vaut mieux que le collège électoral soit conforme au collège électif. Mais ça, c'est une autre histoire, je ne m'y appesantis pas ici. Maintenant, qu'il y ait une instance qui doit gérer l'exercice du culte islamique dans notre pays, oui, il vaut mieux, j'allais dire. Et j'adjure mes compatriotes coreligionnaires d'être dans l'union, dans la sagesse, dans la volonté d'un bien commun pour se mettre d'accord dans l'aspect, j'allais dire, proprement cultuel. Si j'ai parlé délibérément d'un Yalta, c'était pour dire que la Fondation ne s'occupe pas des questions proprement cultuelles. Alors, est-ce que dans cette vacance du terrain, dans ces turbulences, on pourrait penser que la Fondation s'adjuge un rôle quelconque de représentation, de représentativité? Non. Il suffit simplement qu'elle remplisse sa mission. Et encore une fois, je saisis l'occasion pour vous dire, aidez-nous, aidons-nous à remplir ces missions. Je vais vous dire une chose, peut-être que vous n'avez pas posé la question et je saisis la question. Quand nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous sommes allés voir telle ou telle entreprise pour nous aider simplement, ah, islam de France, ah ben non, dans la laïcité, on n'aide pas. Bon. D'autres nous disent, ah oui, mais si on vous donne à vous, il faut qu'on donne à la Fondation du judaïsme français, du protestantisme et la Fondation Notre-Dame de Notre-Dame. Bon, j'ai failli rétorquer avec la parabole de la veuve indigente, en disant, bon, mais nous sommes encore petits, indigents. Bon,
je ne comprends pas. Notre pays aura l'islam qu'il mérite, ou un islam de beauté, d'intelligence, d'humanisme, de civilisation, de spiritualité, d'apaisement, et là ça devient l'affaire de tous, et c'est une cause nationale, ou on relègue cette fondation à sa dénomination, et après on s'étonne qu'on devient communautariste et qu'on va aider les petits écoliers communautaristes, et on risque, si on n'a pas les moyens, eh bien, de nous retrouver toujours, ce qu'à Dieu ne plaise, dans la médiocrité, pour ne pas dire l'épouvante et la terreur. Voilà, c'est une affaire nationale et même internationale. Parce que ça peut se faire depuis Paris, si ça ne se fait pas depuis Tripoli ou le Caire maintenant. Et un travail de redressement, un sursaut à tout point de vue. Et nous y croyons véritablement. Donc ce n'est pas une affaire de représentation, de représentativité. Vous savez, les hommes sont les hommes, ils préfèrent être un petit roi dans une microstructure que d'être un vassal à un empereur. Donc ce n'est pas une affaire, encore une fois, de représentation ni de représentativité. C'est Estelle et nous obéissons tous à Estelle. Si elle a dit encore une question, ça sera encore une question pour la presse. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur le contenu des universités populaires, le public, et d'autant qu'elles ont une quête itinérante, et donc le but finalement poursuivi, est-ce que le public sera quel sera le public, quel est le public que vous imaginez pour ces universités populaires? Mon cher Olivier, si nous choisissons nos interlocuteurs, les choses seraient simples. Quiconque a envie de parler de l'islam avec bonne volonté. Moi, j'ai connu ceux qui viennent débiter des mensonges sur des plateaux de télévision. Disons que le tiers du Coran est un appel à la violence. J'ai essayé de comprendre ça. Je m'étais dit, il y a 6236 versets coraniques, donc le tiers, c'est 2078. J'ai vu que ce n'était pas 2078 qui appelle à la violence. Voilà qu'il y a un sujet de débat pour une université populaire. Bon, ça veut dire que quiconque a envie de venir crever l'abcès sera le bienvenu. Bon, on canalisera les choses, bien entendu. On viendra parler calmement. On modérera ça s'il le faut. Si je parle comme les Québécois, je dirais qu'il faudrait des facilitateurs de la circulation de la parole. Et si j'ai envie d'impliquer les premiers magistrats des villes où nous allons pour que ça devienne aussi une affaire nationale, nous aurons un référent de la fondation dans la dite ville. Si j'ai la force physique, parce que je tire sur la corde raide et il finira par rompre un jour, ça c'est normal, j'irai moi-même, nous irons, nous parlerons, nous discutons, nous écoutons aussi. Nous ne sommes pas dépositaires de la science infuse. Et j'espère, en tout cas l'idée est celle-là, le but, c'est qu'au bout de cette itinérance, c'est un jour on peut aller dans les départements ultramarins, pourquoi pas, mais en tout cas en métropole, et les choses seront vraiment apaisées. Alors, à défaut d'être normalisées, au moins banalisées. Voilà, il vaut mieux qu'on n'en parle plus, si je puis dire. Ça y est, c'est une affaire dans l'ordre naturel des choses. De temps à autre, on parle de la neige en plein hiver. C'est curieux, mais pareil, on parlera de l'islam comme une tradition religieuse du monothéisme abrahamique, point. Donc je crois que maintenant la presse a terminé de poser ses questions, donc les questions sont ouvertes à la salle.